Merci, Monsieur Charby. Je vais passer maintenant la parole à David Kalfa pour une dizaine de minutes, 10-12 minutes, pas 15. Vous rabotez, là. Oui, c'est mieux. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je voulais d'abord vous remercier pour cette invitation qui m'honore. Et je vais essayer d'être, disons, de tirer les leçons stratégiques de la séquence qu'on vient d'observer, notamment avec le cessez-le-feu, les implications géostratégiques du cessez-le-feu au Liban, et plus largement, évidemment, l'affrontement entre Israël et les proxys de l'Iran, Hamas et Hezbollah, et enfin la question d'une éventuelle normalisation des relations d'Israël avec l'Arabie saoudite dans le cadre de l'élection de Trump aux États-Unis. Alors, le premier élément, c'est évidemment que les attaques du 7 octobre, ça a déjà été dit, c'est un tournant stratégique dans la région. On a assisté en fait à une guerre multithéâtre, une guerre hybride avec une escalade régionale inédite, parce que pour la première fois depuis quasiment un demi-siècle, on a assisté à un affrontement direct entre l'Iran et Israël. Donc cette guerre, jusqu'à présent, enfin en tout cas jusqu'à ces derniers mois, c'était une guerre par procuration. La stratégie de l'Iran, c'est ce qu'on appelle dans le langage militaire une défense de l'avant, une projection de puissance au Levant via un réseau de proxy qui vise à enraciner la présence iranienne au Levant. Et construire aussi une capacité de seconde frappe face à d'éventuelles justement attaques israéliennes contre les sites nucléaires iraniens. Donc l'objectif stratégique des Iraniens, c'était sanctuariser leur territoire et bien sûr prioritairement la survie de leur régime. Donc ils ont évité autant que faire se peut un affrontement direct avec Israël, parce que sur le plan strictement conventionnel, l'Iran ne fait pas le poids face à la machine de guerre israélienne. Or, ce à quoi on a assisté ces derniers mois, et ça c'est la nouveauté, il n'y a pas de précédent, c'est un affrontement direct sur le sol à la fois iranien et israélien, un affrontement aérobalistique entre l'Iran et Israël. Alors, il semble qu'un processus de désescalade soit enclenché, au moins sur le front nord. Je crois que la première leçon stratégique qu'on peut tirer de la séquence récente, c'est au fond la dislocation de ce que les Iraniens appellent l'unité des fronts. C'est-à-dire la dissociation entre le front libanais et le front palestinien. Et c'était impensable il y a encore quelques mois, parce que l'objectif stratégique de Hassan Nasrallah avec l'entrée en guerre du Liban, lapsus révélateur, avec l'entrée en guerre du Hezbollah le 8 octobre dernier, donc le 8 octobre 2023, au lendemain des massacres du 7 octobre, avec les premiers bombardements du Hezbollah visant le nord d'Israël, c'était très précisément de faire la jonction entre le front nord et le front sud. Et évidemment, politiquement, idéologiquement, il s'agissait aussi de raffermir l'axe dit de la résistance en se portant au secours du Hamas. Et ce lien entre ces deux fronts, au fond, Nasrallah ne voulait pas, si vous voulez, l'abandonner, parce qu'il estimait qu'il créait un précédent, une forme de jurisprudence, pour ainsi dire, et que désormais, à chaque, disons, réplique israélienne face à une attaque du Hamas, le Hezbollah se joindrait à la danse. On était clairement dans cette stratégie, justement, de guerre multifront, d'unification des fronts, qui s'inscrit dans le cadre de cette fameuse projection de puissance de l'Iran au Levant, et de cette stratégie d'encerclement d'Israël au Levant. Donc il y a une concession majeure du Hezbollah qui est très probablement dictée par la réalité des rapports de force militaires sur le terrain, puisque le successeur de Nasrallah, donc Naïm Qassem, a accepté ce que son prédécesseur avait refusé de manière principielle, donc la disjonction entre ces fameux deux fronts. Premier enseignement. Deuxième enseignement stratégique, mais là c'est plus une question qu'une affirmation. Au fond, la question qu'on peut se poser avec l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis, c'est la robustesse du réseau de proxy de l'Iran au Levant. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le Hezbollah, c'est un peu le joyau de la couronne pour les Iraniens, enfin pour le régime iranien, pour être plus précis.
le Hezbollah, il y a une proximité historique, politique, religieuse, idéologique entre le régime des Mollahs et le Hezbollah. Et le Hezbollah, par ailleurs, a joué un rôle d'interface et de coordinateur du réseau de proxy au Levant. Et c'était par ailleurs, on a assisté ces dernières années à une militarisation de la milice islamiste chiite pro-Iran. On voit bien que l'affaiblissement du Hezbollah, qui encore une fois est le proxy à la fois le plus puissant, le plus aguerri et le plus enraciné politiquement au Levant, peut avoir des conséquences en cascade sur l'ensemble du réseau de proxy. La question qui va se poser aujourd'hui, c'est au fond la redistribution des pouvoirs au sein de ce réseau, avec la montée en puissance des Houthis au Yémen, qui était un acteur local et qui est devenu un acteur régional à l'occasion de cette guerre, puisque les Houthis ont réussi à perturber le trafic maritime en mer Rouge. Troisième enseignement stratégique, évidemment, ce cessez-le-feu, par définition, est fragile. C'est un cessez-le-feu, ce n'est pas un traité de paix. Alors la différence, si vous voulez, avec 2006, donc avec la seconde guerre du Liban, c'est le mécanisme qui permet de garantir la pérennité de ce cessez-le-feu. Et l'implication directe des Américains, mais aussi de la France, qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Donc il faudra voir si, pendant la période de transition, les 60 prochains jours, si ce cessez-le-feu tient. Moi, je crois qu'il est de l'intérêt des deux parties qu'il tienne, parce que pour plusieurs raisons, côté israélien, très rapidement, la stratégie du Hezbollah, c'était clairement l'attrition, c'est-à-dire une guerre d'usure qui visait à affaiblir militairement et économiquement Israël, à créer, dans le langage militaire, on appelle ça l'hypertension. Sachant que, comme vous le savez, l'armée israélienne repose sur le modèle du citoyen-soldat, donc la mobilisation de la réserve. Or, ces mêmes soldats ont combattu sur deux fronts, à la fois face au Hamas et au nord face au Hezbollah. Donc il y a une forme de burn-out d'un grand nombre de réservistes qui, par ailleurs, dans la vie, ont des familles et des emplois. Et donc, côté israélien, il y a un intérêt, si vous voulez, à ce que ce front soit gelé pour ces raisons-là. Et puis, par ailleurs, aussi pour des raisons politiques, peut-être, sur lesquelles je pourrais revenir. Le quatrième enseignement stratégique, c'est que on voit bien que ces conflits, et c'est lié à ce que je viens de dire, ne sont pas résolus. On n'est pas dans le paradigme de la résolution des conflits. Denis Charby, tout à l'heure, y a fait allusion. On est dans un paradigme de containment, moi ce que j'appellerais le containment par défaut. C'est-à-dire que, au fond, les causes profondes qui sont à la source de ces conflits régionaux ne sont pas réglées. Parce que, tout simplement, il est question d'États faillis, de problématiques de leadership politique pas affirmées, de questions de légitimité et de représentativité des acteurs qui sont impliqués dans ces conflits. Et par ailleurs, autre élément qui, complexifie ce jeu, c'est l'interconnexion des crises. Le logiciel intellectuel, si vous voulez, qui a amené à la signature des accords d'Abraham, c'est la séparation des crises, c'est l'isolement des crises, et notamment la question palestinienne du bilatéral et du multilatéral entre Israël et le monde arabe. Or, on voit que la question palestinienne n'a pas disparu et que, au fond, ce qui s'est passé à Gaza a eu des conséquences au Liban et inversement. Et par ailleurs, on a vu une espèce d'enchaînement des crises. Même si ces crises répondent à des dynamiques locales, elles ont des implications régionales, et ça aura des conséquences sur une éventuelle normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite. Les enchères vont monter, et on le voit bien dans le durcissement de la rhétorique d'MBS à l'endroit d'Israël, qui a repris l'accusation, par exemple, de génocide très, très récemment. Évidemment, c'est une adresse à Trump. Il veut faire monter les enchères parce qu'il veut lui faire comprendre qu'il faudra compter avec l'Arabie Saoudite, et que, par ailleurs, le prix à payer pour une normalisation de ses relations avec Israël, c'est la prise en charge sérieuse de la question palestinienne. Cinquième leçon stratégique, et tous ces éléments sont bien sûr liés. Les accords d'Abraham, je viens d'y faire allusion, ont tenu. Alors pourquoi ils ont tenu ? Il y a eu un refroidissement bilatéral des relations entre Israël et les pays signataires,
mais aucun de ces pays n'ont rappelé leur ambassadeur, tout simplement parce que en fait, l'objectif de ces accords, ce n'était pas la résolution du conflit israélo-palestinien. Je viens de le dire, il y avait une séparation entre la question palestinienne et la dimension régionale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Moyen-Orient est entré dans une phase que moi je qualifierais de transactionnelle, c'est-à-dire que chacun des acteurs, dans le cadre de la rivalité de puissance à laquelle on assiste, privilégie évidemment, Nietzsche disait, les États sont des monstres froids, son intérêt national stricto sensu, et donc une stratégie multidimensionnelle. Concrètement, les Émiriens comme les Saoudiens ne veulent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, et donc de la même manière qu'ils vont, si vous voulez, essayer dans une stratégie d'apaisement vis-à-vis de l'Iran, avec une détente irano-saoudienne et irano-émirienne, cette détente n'exclut absolument pas une normalisation des relations entre l'Arabie et Israël. Parce qu'encore une fois, les Saoudiens, leur objectif, c'est la modernisation de leur économie, c'est la stabilité régionale, et ils estiment que pour y parvenir, il faut justement multiplier leurs partenariats régionaux stratégiques avec l'Iran d'un côté, avec Israël de l'autre. Et ça, la question qui se posera, c'est encore une fois quel prix politique et diplomatique Israël devra payer ou sera prêt à payer, sachant, dernier point, que dans 2 ans, comme vous le savez sans doute, il y aura des élections en Israël. En novembre 2026, il y aura des élections, à nouveau, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a eu 4 entre 2019 et 2022. Et le changement de donne politique qui, à ce stade, est probable, parce que les rapports de force entre les blocs anti-Netanyahou d'un côté, pro-Netanyahou de l'autre, sont favorables à l'opposition. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir dans le cadre de vos questions. Et ça pourrait totalement changer la donne, parce que Trump a 2 ans devant lui, puisqu'il a une majorité au Sénat, au Congrès, pour imposer sa ligne aux acteurs régionaux, sachant que, comme vous le savez, lui-même est dans une stratégie transactionnelle et ne croit qu'au rapport de force. Autre enseignement stratégique, donc j'ai parlé de la question de l'effet stratégique de la question palestinienne qui ne peut pas être évacuée dans le cadre de l'élargissement des accords d'Abraham. Je surveille le temps qui m'est encore imparti, 2 minutes, je vais faire très vite. C'est au fond, moi j'ai appelé ça dans le cadre de mon livre Israël-Palestine année zéro, c'est évidemment une référence au cinéma de Rossellini, Allemagne année zéro, enfin si vous n'avez pas vu ce film je vous le recommande, c'est un chef-d'œuvre. C'est l'état de ruine dans lequel se trouve au fond le camp de la paix et côté israélien et côté palestinien, et surtout finalement une espèce d'impasse stratégique de part et d'autre, à la fois du mouvement national palestinien et d'Israël qui connaît une crise identitaire existentielle inédite dans son histoire. Côté palestinien, très rapidement, vous avez un mouvement national en décomposition avancée, éclaté, avec une déconnexion de facto entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, qui est en fait une déconnexion, enfin disons même quasiment un antagonisme à la fois politique, idéologique et une vision vraiment stratégique complètement antagoniste entre le Hamas, les groupes islamistes armés d'un côté et le Fatah, ce qu'il en reste de l'autre. Il n'y a pas réellement de troisième voie qui a émergé côté palestinien. Et le mouvement national palestinien devra se réinventer s'il veut justement obtenir l'autodétermination de son peuple, qui était évidemment un droit légitime, puisqu'il faudra à la fois probablement un changement de leadership, ce que les Américains appellent la revitalisation de l'autorité palestinienne, une nouvelle donne régionale avec une application directe des puissances arabes, notamment du Golfe. Elles y sont prêtes, mais il faudra payer un prix politique côté israélien, et la neutralisation politique du Hamas. Et ça passe encore une fois par un leadership palestinien relégitimé, ce qui n'est pas le cas de Mahmoud Abbas, qui s'approche des 90 ans, qui est un cacique autocrate, qui est critiqué de toutes parts et dont la légitimité est totalement, disons, absente. Ça, c'est côté... et dernier point, sur le mouvement national palestinien, il y aura un choix stratégique à faire, mais qui est d'ailleurs symétrique au choix qu'Israël devra faire. C'est le choix entre la création d'un État aux côtés d'Israël ou une grande Palestine à la place d'Israël. Le Hamas est sur la ligne grande Palestine à la place d'Israël. En réalité, je ne crois pas que la création d'un État palestinien soit l'objectif stratégique du Hamas. C'est un objectif de court-moyen terme, création d'un État islamique, en l'occurrence, à la place d'Israël. Et les forces nationalistes, disons laïques, qui sont, elles, favorables à la création d'un État aux côtés
l'État palestinien aux côtés d'Israël, et ce sont ces forces qui doivent être, bien entendu, renforcées. Côté israélien, je le disais à l'instant, crise identitaire, crise existentielle. Il y a au moins 2 Israël qui ont émergé dans le cadre des fameuses manifestations antigouvernementales qui se sont cristallisées à l'occasion de la tentative illibérale de Netanyahou d'imposer une réforme de la justice, de neutraliser la Cour suprême. On l'a bien vu entre eux, au fond, et c'est un phénomène qu'on retrouve dans bien d'autres pays, y compris dans le nôtre, un Israël périphérique, plus, disons, populaire, plus conservateur, qui a soutenu la coalition actuelle, moins pour des raisons qui ont trait à la réalité de cette réforme dont en réalité personne en Israël ne connaît les détails, enfin les tenants et les aboutissants, que vraiment parce que pour des raisons identitaires, et un Israël, disons, plus urbain, plus laïque, plus bourgeois, classe moyenne supérieure, qui au contraire s'y opposait avec ce mouvement anti-gouvernemental complètement inédit dans l'histoire du pays et qui, je le rappelle, perdure, évidemment à des degrés moindres, en raison de la guerre actuelle. La question qui se pose, je termine ici, c'est est-ce que au fond, la cessation des hostilités au Liban aura des conséquences, disons, vertueuses sur le front palestinien, c'est-à-dire est-ce que la désescalade, le processus de désescalade qui est enclenché entre Israël et le Liban permettra, si vous voulez, la mise en place d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza. Dernier mot, rien n'est moins sûr, parce qu'à ce stade, même si le Hamas, ce matin même, par la voix de l'un de ses représentants, a déclaré qu'il était favorable à un tel cessez-le-feu, les positions des 2 belligérants sont figées. D'un côté, le Hamas demande un retrait total des forces israéliennes de la bande de Gaza, y compris le couloir dit de Netzarim et de Philadelphie, donc qui jouxte la frontière avec l'Égypte. De l'autre, Israël, justement, via Netanyahou, évidemment, son Premier ministre, maintient sa volonté, coûte que coûte, de maintenir justement cette présence de l'armée israélienne sur ces 2 couloirs stratégiques. Donc on est dans une forme d'impasse. La seule question qui se pose, c'est est-ce que Netanyahou, qui très probablement veut entrer dans les bonnes grâces de Trump avant son intronisation le 20 janvier prochain, est-ce qu'il va accélérer un processus de désescalade dans le sud ? J'en doute, parce que le prix à payer pour lui serait probablement la chute de sa coalition gouvernementale. Merci, M. Khalfa. Et je donne la parole